Alors salut, bienvenue pour ce Hello Talk numéro 9. Merci Émeric, maître de cérémonie. Alors je vais vous parler un petit peu de ma découverte du SVG au cours des derniers mois et des conclusions que j'en tire. Donc initialement ma presse s'appelait SVG is the new swag. Le problème c'est que ça a été censuré par le MC et le CM ici présent. Donc, j'ai dû la renommer et elle s'appelle donc dorénavant The Best of Both Worlds. Alors, pourquoi parce qu'en fait, j'aime bien le graphisme, j'aime bien le code et dans le SVG, je trouve en fait un peu tous les aspects. Et je me suis dit, ce serait dommage de laisser ce format de côté et de ne pas profiter pour faire de belles choses. Donc, alors, dans cette presse, on va voir ce qu'est le SVG, comment ça marche, un petit aspect technique, pourquoi on l'utilise, et dans quel cas, plutôt des use cases dans le web, et comme une bonne presse ne se fait jamais sans des petits bonus, c'est une presse qui a des pieuvres, des flocons de neige, des chauves-souris et même de la bière. Alors, qu'est-ce que le SVG? Alors, à votre avis, pour ceux qui ne connaissent pas, que signifient ces trois lettres? Super vegan. Voilà. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez donc profiter de la timeline donc YouTube ou de Twitter pour faire des propositions sur ces trois lettres. Et à la fin du talk, on verra s'il y a des trucs assez intéressants. Alors, SVG, ça veut dire Saint-Vincent and the Grenadines. Nope. Ça veut dire Stavanger Airport, Norway. Nope. Ça veut dire Scalar Vector Graphics. Ok. Alors, donc, Scalar Vector Graphics. Moi, ce que j'en tire de ce nom, c'est deux choses. Le premier, c'est graphique. C'est ce qui m'intéresse en fait dans ce format. Et la deuxième partie, donc, c'est le fait qu'il utilise un système de vecteurs scalaires. Vecteur scalaire, c'est un mot bien barbare, mais pour ceux qui ont suivi la conf de l'Utanga la semaine dernière, il y a eu une bonne petite introduction au système de vecteurs scalaires qui permet de faire les choses de manière non destructive. Voilà. Donc en gros, avec ce système, on a un premier point, c'est qu'on aura toujours la qualité maximale de nos graphismes, quelle que soit la taille de l'image SVG qu'on utilise. Qu'elle fasse 2 cm de large ou 20 mètres par 20 mètres, vous aurez toujours une qualité impeccable. Par contre, SVG, c'est un format qui est dédié plutôt à la création, c'est-à-dire créer à partir d'un logiciel d'édition, à partir de scripts programmatiques, par exemple, mais ce n'est pas un format de captation, comme peut l'être le JPEG ou d'autres formatifs qui sont là pour faire une capture de la vie réelle et pouvoir balancer plein de pixels de couleurs différentes avec après les poids de fichiers qu'on connaît derrière. Voilà. Donc, alors, petit tour rapide historique du SVG, d'où il vient et comment on est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il a été créé en 99. Par le W3C. Pour ceux qui sont dans le web, le W3C, ça doit vous parler, mais le W3C, c'est l'organisme qui s'occupe de réguler toutes les normes qui sont autour du web, notamment le HTML, mais pas que ça. Ils font donc le SVG, il y a le SMIL, il y a les emails aussi, je pense, certains protocoles qui sont gérés par le W3C. Et comme c'est géré par le W3C, ça va hyper vite. C'est-à-dire que le format est sorti en 99 et 15 ans après, bon, il n'a pas beaucoup évolué. Et les évolutions s'accélèrent petit à petit, mais en fait, à chaque fois, ça passe par tout un process de request for comment, de gens qui votent, d'implémentation dans les navigateurs, par exemple, ou dans les éditeurs, ce qui fait que ça avance doucement. Sûrement, mais doucement. Alors, il a été en 99, il a été mis en place parce que Adobe et Microsoft ont tous les deux déposé auprès du W3C
des normes pour faire du dessin vectoriel. Et plutôt que de privilégier un des deux formats, j'imagine que le W3C s'est dit, bon, ben, on va essayer de faire un truc qui est open, quoi. Particularité du SVG, c'est qu'il est enregistré au format donc, application XML. Et on le verra plus loin dans les slides, c'est pas du binaire. C'est-à-dire que si vous essayez de l'ouvrir avec votre éditeur de texte, vous verrez des balises XML comme sensiblement identiques à du HTML, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le XML, mais pas plein de caractères bizarres comme quand on essaye d'ouvrir par exemple un fichier qui a été édité en Photoshop ou même en Illustrator natif. Alors, c'est un standard open, ouvert, c'est un standard ouvert, ce qui fait que les logiciels peuvent l'implémenter en étant sûr que le standard ne va pas évoluer, qu'il ne sera pas fermé un jour, en connaissant toutes les problématiques d'implémentation, c'est-à-dire à savoir est-ce que je peux faire du flou avec du SVG, je regarde la norme, oui je peux, donc c'est bon, on part là-dessus et on essaie de l'implémenter dans son logiciel. Alors, au sein du W3C, il y a un working group qui s'appelle le SVG Working Group. Et ce groupe contient des membres représentatifs de sociétés comme Adobe, Mozilla, Microsoft, Google, Apple, mais aussi des sociétés comme Canon, IBM, Mitsubishi et Inkscape aussi. Alors Inkscape, c'est un logiciel open source qui permet d'éditer du SVG. C'est pas une société, mais il y a quand même un représentant de Inkscape au sein du W3C. Et alors, le SVG, c'est un format à part entière, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est dédié au web. C'est un format qui permet de faire des images qu'on peut utiliser pour afficher sur son écran, qu'on peut envoyer à un imprimeur pour qu'il fasse une impression, mais qui est de plus en plus utilisé sur le web et donc est contributaire des possibilités qu'offrent les navigateurs. Donc c'est aujourd'hui, si on regarde le support de SVG au sein des navigateurs, on peut voir que c'est plutôt bon signe. Les dernières versions à ne pas pouvoir supporter donc, le SVG sont IE8 et certains navigateurs qui en mobile device ne supportent qu'un subset du SVG. Ok. Alors, en éditeur, donc on retrouve bien évidemment Adobe Illustrator, Inkscape, SVG Edit, SVG Editor Online Tool. Ces deux derniers sont des éditeurs en ligne de SVG qui vous permettent de faire des images, mais qui ont quand même beaucoup moins de fonctionnalités que les deux premiers, sachant qu'ils sont toujours au stade expérimental. Le dernier est un peu plus, SVG Editor Online Tool est un peu plus évolué, mais par contre, il faut aimer éditer ces images avec des publicités dans sa barre d'outils. Et surtout, on peut l'éditer avec son éditeur favori. Alors, pour ceux qui aiment Atom, ils peuvent utiliser GitHub Atom, Sublime Text, Notepad, NetBeans. Voilà. Le truc, c'est que c'est pas forcément hyper intéressant d'éditer un SVG à la main, mais des fois ça peut être hyper pratique pour des cas qu'on verra un peu plus loin dans la présentation, mais je pense notamment à nettoyage de SVG, parce que souvent les éditeurs de SVG rajoutent plein de balises qui sont inutiles pour le rendu, et ça permet de faire des SVG ultra légers pour le web. Donc là c'est votre sysadmin qui est content, parce que quand il doit envoyer 600 000 fois le même SVG, ça lui fait de la bande passante en moins. On peut aussi rajouter dans certaines balises des titres qui vont être parsés par les moteurs de recherche. Donc ça permet d'avoir un SVG qui est parsable par Google et ses copains de la même manière que votre page HTML. Et ça, tout ça, c'est grâce au fait que le format SVG est enregistré en XML. Alors, on va faire un petit tour maintenant de... Ah. Là. Il y a un petit lag. Laisser 2 minutes. Ok. Non, j'ai compris, il faut que j'appuie une minute avant de parler, donc je me dépêche. Okay.
Donc on va faire un petit tour technique du SVG. Alors le SVG, d'un point de vue technique, ressemble un petit peu à ce qu'on a pour le Canva. On a besoin d'un réceptacle, on pourrait l'appeler le Canva, qui se représente en SVG par une balise tout simplement SVG. Et sur cette balise, on va donc lui indiquer donc, les dimensions, la hauteur, la largeur, et on est obligé, pour que le SVG soit compatible au maximum, de lui donner les namespaces définis par le W3C. À partir de là, une fois qu'on a un Canva, on peut essayer de commencer à faire des choses sympas. Donc les choses sympas, ça va être par exemple de faire un trait. Si je prends ma super souris, ici on a alors sur la première ligne ici, on a le chemin qui est écrit, qui nous décrit comment tracer un trait. Donc la première lettre, le M, nous dit je veux me déplacer à telle position, donc 114 et 111. Et après on a un L qui nous dit je veux tracer un trait jusqu'au second point qui est 0,76 et 0 et 76,68. Alors on peut définir les propriétés du trait via donc la largeur, stroke width, et la couleur stroke. Donc ici on voit que c'est du blanc, c'est FF. Et on lui met un ID. ID pas important, mais à ce que j'ai pu voir en SVG pour l'instant, dans tous les cas pratiques, l'ID est toujours présent sur un chemin. On peut faire des cercles. Alors les cercles, il y a des balises qui sont prêtes en SVG pour faire des cercles. Donc c'est la balise circle. On lui indique donc le centre de son cercle avec CX et CY et son rayon. Et là, à la différence de tout à l'heure, j'ai stylisé le rond, non pas en utilisant donc, des attributs directement dans la balise, mais en utilisant l'attribut style. Ceux qui font du HTML et du web reconnaîtront cet attribut qu'on a d'habitude sur une page HTML, qui permet de définir le style d'un élément. Et ce qui est génial avec le SVG, c'est qu'il est stylable via CSS. C'est-à-dire qu'on peut le styler via certains attributs qui ont été définis dans la norme SVG initialement en 99, mais de nos jours, il est quand même recommandé d'utiliser plus les balises style du CSS. Ça offre une plus grande souplesse, une plus grande compatibilité. Alors, on peut faire aussi des carrés, le même principe que sur la balise circle. Donc on a un rectangle, on lui définit donc la largeur, la hauteur, où est-ce qu'il commence, avec X et Y, et avec le style, comment on le remplit, la couleur de remplissage. Voilà. Alors c'est bien sympa tout ça, mais quand on veut faire des courbes un peu particulières, c'est-à-dire jusqu'à présent j'avais un truc simple, j'avais un trait, j'avais un carré, j'ai un rond, ouais, c'est cool, mais maintenant si je veux faire des formes un peu bizarres, eh bien, SVG embarque le nœud passe qui permet de faire des chemins vraiment de manière personnalisable. C'est basé la plupart du temps sur les courbes de Bézier qui sont un système simple de représenter les courbes. Donc en fait là, on va zoomer, on va venir sur le E. Donc ici, j'ai une courbe qui est un peu spéciale, qui est composée en fait de 3 points. Et ces 3 points, donc un premier point ici, alors, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il faut que ça... Ok, donc un premier point ici, un deuxième point là, et un troisième point pour terminer. Donc la première ligne de mon attribut D ici définit que je me déplace quelque part dans le Canva. Après, C définit que j'ai une courbe, donc une courbe qui va aller jusqu'à un autre point. Et j'ai besoin de 3 choses pour aller du premier point jusqu'à mon point central. J'ai besoin, de mon deuxième point, pour dire jusqu'où je vais, et des 2 flèches qui définissent la courbure du chemin sur cette portion. C'est ce qu'on retrouve ici. Ici, on a le point où on va, un deuxième couple de valeurs pour définir la première flèche, et un troisième couple de valeurs pour définir la troisième flèche. Et je recommence après pour aller de ce point-là à ce point-là. Je dis que j'ai encore une courbe, avec le point d'arrivée, la première flèche et la deuxième flèche. C'est pour ça qu'à chaque fois, on a plusieurs valeurs. Une fois que je suis arrivé à ce point-là, eh ben, j'ai dit il faut faire une ligne, il faut dessiner
comme ça, et après le Z dit juste que je veux fermer la courbe. Bon. Alors, donc au final, un logo comme Elao, il va se représenter avec en SVG. C'est un SVG ici qui est, voilà, qui contient une cinquantaine de lignes, on va dire. Et ça, donc en termes de poids, on arrive à quelque chose de l'ordre d'une vingtaine de kilobits. Ce qui fait que ce logo, par exemple, vous le voyez là, il fait 40 cm de haut et de large. Sur mon poste, il fait 10 par 10. Et si un jour on voulait recouvrir l'immeuble avec une belle bâche et là-haut, on l'enverrait chez l'imprimeur et il imprimerait ce logo de manière impeccable. C'est-à-dire que je viendrais mettre mon nez sur la bâche, j'aurais un tracé impeccable, pas de pixelisation. Justement, par rapport aux dimensions, là on voit des widths à 300. Ouais. C'est quoi ces dimensions? Ça, c'est juste pour l'affichage, ouais, là, tout de suite. Ouais. C'est quoi la mesure en fait? Alors en fait, il y a, dans la balise SVG, on a, dans la balise route SVG, on a deux valeurs. On a la valeur width et height qui permettent de définir la largeur du SVG, si tu veux, du canevas. Voilà. Et après, tu vas retrouver un attribut qui s'appelle viewbox qui permet par rapport à ce canevas de dire je veux seulement cette portion. Donc ton viewbox, tu vas lui donner une dimension 0, 0, 300, 300. Dans ce cas-là, ton viewbox sera identique à ça. Mais si tu dis viewbox 0, 0, 150, 150, tu auras juste ce carré. Et après, tu peux styler, donc pas styler, mais tu peux modifier la largeur et la hauteur de ton SVG en JavaScript, par exemple, pour pouvoir le modifier à la volée. Et c'est ce qui permet de rendre le SVG dynamique de point de vue. En fait, tout est relatif. La taille du L, c'est relatif par rapport à 300. C'est ça? En fait, si tu veux, là, le SVG lui-même, il fait 300 par 300. Mais c'est 300 unités par 300 unités, et après il va se baser là-dessus pour définir toutes les autres dimensions internes. Voilà. Alors, il y a des choses super intéressantes qu'on peut faire avec le SVG qui sont en natif. Donc, c'est par exemple les masques. C'est-à-dire que je peux prendre une image, et si je veux plus voir la tête de Miley, je peux la masquer via un chemin qui a été défini dans mon SVG. Donc on le retrouve ici notamment, je commence par définir mon masque dans mon SVG, et après je prends mon image et je mets tout simplement l'attribut masque avec l'URL de mon groupe, et ça permet de limiter la portion de l'image au masque que j'ai défini avant. Le masque se fait sur une notion de luminosité uniquement, c'est-à-dire tout ce qui est blanc va laisser passer l'image, tout ce qui est noir va laisser masque l'image, et tout ce qui est hors canevas est masqué aussi. C'est-à-dire que mon image, en fait, par rapport à l'image initiale, elle doit faire quelque chose comme ça. Et en fait, là, tout ce qui dépasse du canevas, c'est mort. Et tout ce qui dépasse des lettres de Elao, ça disparaît aussi. Avec le SVG en natif, on peut aussi donc, appliquer certains filtres, comme le flou. Mais il y a plein d'autres filtres, filtres de couleurs, des filtres de distorsion, plein de trucs qui sont assez sympas. Et ça se met en place de manière assez simple aussi. Donc on commence par définir dans le SVG avec la balise def un filtre avec toutes ses caractéristiques. Et après, à chaque fois qu'on veut appliquer ce même filtre à plusieurs éléments, il suffit juste de rajouter l'attribut filter sur l'élément pour que le filtre soit appliqué. Ok. Alors, pourquoi il faudrait utiliser SVG plus qu'un autre format, par exemple? C'est pas le meilleur format dans tous les cas, mais il y a plein de cas hyper pratiques. Alors, par exemple, donc c'est du vectoriel. Donc, le vectoriel, plus on agrandit, plus ça change rien. Donc, à gauche, j'ai l'image PNG. Si j'arrive à choper mon curseur avec cette grosse. Super. Oh. Mais non, j'y arrive pas. C'est où? Un peu les grosses que ça. Voilà. Donc, et à droite, j'ai du vectoriel. Et on voit bien que quand j'agrandis mon image, à gauche, c'est pas beau. Et à droite, ça reste clean. Donc, c'est l'avantage d'utiliser donc le SVG, c'est que
vous designez votre graphisme, et après, il est clean, quelle que soit la taille que vous utilisez, et il est léger aussi en poids. Donc, par exemple, pour l'instant, j'ai montré des graphismes qui sont assez simples, mais là, on a une image, cette voiture, c'est du SVG. Derrière, c'est un fichier SVG. Bon, c'est pas un fichier SVG de 20 kilobits, mais ça reste du SVG, ce qui fait que si je prends, voilà, elle fait 333, ce qui est quand même pas lourd pour une image. Quand vous devez envoyer des centaines de milliers de fois la même image, c'est quand même plutôt cool d'avoir ça plutôt qu'un truc qui fait 2 mégas ou 5. Et donc voilà, donc si on voulait imprimer cette voiture sur du grand format, on n'aurait aucun problème. À part le fait qu'évidemment, c'est du graphisme, c'est-à-dire que c'est pas, on ne peut pas faire ça avec une prise de vue, une photo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas convertir, on aurait de la perte à convertir une image qui a été prise en photo en format SVG. On arriverait à des résultats avec, il y a des filtres, des scripts qui existent, embarqués notamment dans Adobe et dans Illustrator et dans Inkscape, mais on n'arrivera jamais à avoir un truc qui est nickel. Déjà, tout simplement parce qu'on perd le grain qui existe quand on prend une photo, le grain qui existe avec les couleurs qui sont présentes dans la texture. Oui, voilà. En fait, le SVG, ça marche avec des courbes, avec des aplats que tu fais dedans, de couleurs ou des dégradés. Donc, pour obtenir une granularité qui soit représentative de la réalité, là, on arriverait à des fichiers qui sont vraiment très complexes et qui sont vraiment, dans ce cas-là, je pense qu'on perd un petit peu l'avantage du SVG. Ok, alors, le SVG est versionnable, tout simplement c'est basé sur XML, donc c'est avantageux pour les gens qui travaillent un petit peu dans le dev. Et GitHub a notamment un truc qui est assez sympa pour le versionning. Wow. Si je ferme un petit peu ça. Alors. Donc ici on a une image avec les deux versions. Hop. Et grâce on arrive à soit par le swipe, soit par l'union skin, à faire des comparaisons donc entre les deux images. On a une comparaison visuelle, mais aussi une comparaison du code. C'est-à-dire que ça, c'est mon image avant. À gauche, c'est celle que j'avais préparée, bien cleanée, nickel. Et à droite, c'est celle que m'a générée Inkscape. Donc vous voyez, moi à gauche, j'ai une balise SVG qui contient 4 attributs. Quand on fait du SVG avec Inkscape, on se retrouve avec du bordel comme ça. Bon là, c'est enregistré au format Inkscape, qui est un SVG étendu, donc on se retrouve avec plein d'attributs qui sont propres à Inkscape. Alors... Donc, comme on a vu que c'était du XML, SVG est aussi super cool pour ceux qui font du marketing via le web. Et donc, depuis 2010, les SVG sont crawlés par Google. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème à se dire que faire un document SVG et le faire bien remplir ses attributs qui peuvent aider à optimiser la recherche des moteurs. C'est quelque chose qui permet d'augmenter l'indexation de sa page qui contient des SVG. C'est-à-dire que c'est bien de faire du SEO sur sa page, mais il faut en profiter aussi pour tous les documents SVG que vous allez incorporer au sein de votre page. Ok. Je voulais montrer aussi tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi j'ai mis là, que c'est donc le SVG. On a un SVG ici, donc qui est composé de 6 courbes. Et ce qui est super cool, c'est qu'on peut faire donc de l'interaction avec le SVG en natif. Et ici, mon pointeur ne déclenche la couleur noire uniquement quand il est sur le E. Mais quand je dis sur le E, c'est pas un carré qui représente le E, comme on peut avoir quand on a un élément HTML. C'est uniquement quand la pointe du curseur est sur le E, ce qui fait que si je me retrouve dans le rond, l'interaction ne se déclenche plus. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'interaction avec des zones comme il existe sur les maps, l'élément map HTML.
Le problème de l'élément map HTML, c'est que ça reste une balise HTML assez ancienne et qui ne permet pas de faire tout ce qu'on peut faire avec le SVG. Alors évidemment, SVG n'est pas parfait et on retrouve plusieurs petits problèmes. Donc SVG, pas de son, bah, c'est normal, c'est un format graphique. Pour ceux qui se diraient, waouh, c'est super, hein, je vais pouvoir faire du SVG, du CSS, du JS pour remplacer par exemple mon Flash, bah, il va falloir compléter quand même par des librairies qui gèrent le son si vous voulez vraiment avoir une interaction complète. Alors, comme le SVG c'est un format qui est souvent, dont le meme type est application SVG, on se retrouve avec un problème de sécurité à récupérer des XML d'utilisateurs front. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi je vais aller sur Gravatar et dire j'ai un avatar qui est en SVG, j'aimerais bien pouvoir l'uploader. Ben, ils ne peuvent pas se le permettre, parce que dans mon SVG, je peux très bien incorporer du script qui peut mettre en danger la page sur laquelle mon avatar va être incorporé. Donc, souvent le SVG, pour l'instant, est utilisé en interne quand on connaît la source, au même titre qu'on ne prend pas dans les champs de formulaire n'importe quelle valeur et on les contrôle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, SVG, c'est assez difficile de cerner un peu l'étendue des possibilités et de comment ça interagit avec les différents navigateurs. Donc, la plupart des sites empêchent l'upload de XML. Un autre petit problème, mais ça, je pense que tous les développeurs web ont l'habitude, c'est que le SVG se comporte différemment en fonction des navigateurs, mais aussi en fonction de la manière dont tu l'incorpores dans ta page. Il y a plusieurs manières pour intégrer du SVG. Donc, on peut le faire soit la balise image, en le mettant dans l'attribut source, soit en mettant l'attribut data d'un élément objet, soit en l'incorporant directement dans sa page, c'est-à-dire que la balise SVG devient un élément d'un div container. On peut le mettre via un embed, par exemple, et en fonction de la manière dont vous l'intégrez, vous n'avez pas les mêmes résultats. Dans les différents exemples que je vous ai montrés, j'ai dû utiliser deux méthodes différentes, c'est-à-dire que quand j'ai voulu intégrer, faire un exemple sur le flou et sur le masque, ça ne marchait pas quand j'avais intégré directement dans mon code. Donc il a fallu que je l'intègre via Object. Par contre, l'interaction est beaucoup plus dure à gérer quand on l'intègre en Object, parce que là, quand on met une méthode JavaScript sur un des éléments SVG, dans un object, on change de contexte. Donc ça veut dire que pour appeler une méthode sur l'objet qui est incorporé, il faut gérer des contextes différents. Voilà. Alors, quelques cas d'utilisation à rencontrer sur Internet et qui m'ont fait comprendre un peu comment dire, le fait que SVG est vraiment en train de devenir un format qu'on ne peut plus négliger aujourd'hui dans le web, parce qu'il apporte tellement de facilité et d'options qui étaient très difficiles à mettre en place uniquement avec du HTML, CSS et JS, que je pense qu'il faut pas s'en passer. Donc, le SVG est utilisé pour faire de l'illustration, c'est-à-dire pour représenter des datas par exemple, ou tout simplement, par exemple sur cette slide, le fond c'est un SVG, et en CSS on utilise maintenant comme background du SVG sans problème. Tous les navigateurs sont largement compatibles avec ça, ça fait maintenant des années qu'ils l'implémentent. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser les CSS pour définir des arrière-plans, mais aussi des dégradés, par exemple. Sur GitHub, on a un cas qui est connu, donc j'ai pris une page où il y avait beaucoup de commits, pas la mienne. Et ici, si on regarde et qu'on analyse le code, en fait, on voit, on voit une balise rect, qui est tout simplement rectangle. Donc ici, en fait, on a du SVG. Donc c'est un cas d'utilisation. Quand le côté graphique devient trop complexe, il est souvent préférable d'utiliser le SVG. C'est le cas typique donc, de OpenStreetMap.
je ne vous affiche pas le code source, mais ça, c'est du SVG, ça permet d'être zoomable à l'infini et de générer des cartes en fonction du contexte aussi. Ils ne génèrent pas la carte du monde entier pour afficher ça, donc ils peuvent faire des subsets d'images où ils peuvent aussi, j'imagine ce qu'ils font en fait, c'est générer le XML programmatiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un XML de cette partie de Lyon et un autre de l'autre partie que je vais demander, et le XML est généré à la volée en fonction des coordonnées satellitaires. Ok. Google Maps, tu sais si c'est du SVG aussi ou si c'est du... J'ai pas regardé hier soir à c'est 2h30, mais je crois que c'est du SVG aussi. Donc les filtres, donc tout à l'heure je vous ai montré les filtres. Comme j'ai pas eu le temps de les mettre en place comme je voulais, on va aller voir un petit peu la démo de Monsieur Paul Irish, qui lui a fait donc des filtres sur carrément de la vidéo. Donc vous avez promis du poulpe, voilà. Donc ici, on n'a aucun filtre. Filtre flou. Inverse. Et là, il faut quand même prendre en compte le fait que sur la vidéo, c'est très difficile de mettre la vidéo des images. Il n'y a pas en natif, c'est en train de venir en CSS des filtres. Mais le SVG permet déjà de faire ça en fait aujourd'hui. Et ça marche plutôt bien parce que j'ai pas vraiment de problème de... Ah, si. C'est une vidéo qui est en fond. C'est une vidéo qui est en fond avec un SVG par-dessus. Ouais. Et en fait, tu peux faire donc via ton arborescence HTML, tu peux définir j'ai une vidéo et tu peux en fait, ton SVG il va rien avoir dessus. Il va y avoir juste des définitions de filtres. Et tu vas l'intégrer dans ta page, et après, avec la vidéo, tu dis, bah, je veux tel filtre, et ça le fait comme ça. Donc, alors, avec le SVG, on peut faire donc on peut générer des images de manière customisable pour l'utilisateur. Ça, c'est une interface que j'avais fait pour le PHP Tour au mois de juin 2014, et on s'était dit que ce serait sympa si les sponsors pouvaient générer eux-mêmes leur propre bannière pour mettre sur leur site. Donc en fait, j'avais préparé un SVG par sponsor, sponsor or, sponsor argent, sponsor bronze, mais aussi pour les utilisateurs, les visiteurs du forum, et donc on pouvait choisir sa bannière. Une fois qu'on avait choisi donc sa bannière, c'est sur Pimp My App, on pouvait choisir ses couleurs. Donc les couleurs, là, typiquement, j'agis directement sur les SVG qui a été chargé ici, via le style CSS sur les différents éléments. Donc, je prends l'OL. C'est moche. Allez. C'est bien aussi ça. Donc, le but à la fin, c'est de générer une image PNG. Donc, je pars d'un SVG, je l'intègre dans la page en HTML, via du JS et du CSS, je modifie ses propriétés pour changer ses couleurs. Les problèmes que j'ai rencontrés sur cette mini-app, ça a été un problème de cross-site, de security cross-site, notamment dans Safari, qui ne voulait pas que je génère une image PNG dans mon Canva, puisque pour générer une image PNG, j'ai dû intégrer le XML dans mon Canva, qui considérait que l'image XML que j'avais intégrée était d'une autre source que celle que je générais. Donc en fait, il ne voulait pas générer l'image. Donc là, on est parti sur une autre solution, c'est-à-dire que l'interface modifie toutes les coordonnées sur le XML qui est intégré, et au moment de générer l'image, j'envoie juste un AJAX sur le serveur avec les couleurs choisies et le modèle de bannière choisi, et c'est généré sur le serveur via, pour pas dire de conneries, Imagic ou GD Image, je ne me rappelle plus, celle qu'on avait utilisée. Et ça a été la seule solution que j'ai trouvée pour que ce soit compatible sur tous les navigateurs. Ça marchait bien sur Firefox et sur Chrome, la génération se faisait comme il faut, mais sur Safari, on avait un problème de sécurité. Alors,
Le SVG, comme le HTML, peut être responsive. Donc, on va voir une petite vidéo de Sarah Souélan. Alors ici, j'ai un logo. Ici, j'ai un logo qui est en fonction de la taille de ma fenêtre. La taille de mon curseur aussi. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Voilà. Là, j'ai une première version. Donc là, on a vu qu'entre ici et ici, mon logo, enfin pas mon logo, le logo de Sarah, il change. Il diminue encore et encore. Et ça permet en fait d'avoir le même logo intégré dans la page, mais en fonction de la destination, mobile ou full screen, vous pouvez afficher plus ou moins d'éléments, plus ou moins de détails. C'est en CSS via les médias qui vont aussi, c'est exactement pareil. Oui, je pense que c'est en CSS sur les médias en fait, basé sur la largeur d'écran. Alors, je ne sais pas si Guéwen est là, je voulais faire un spécial pour Guéwen. Donc là, ce que vous voyez au fond, c'est pas un GIF, c'est pas une vidéo, c'est un SVG qui est intégré et qui contient son propre code SMIL en fait. SMIL, c'est un langage qui a été défini par le W3C pour faire des présentations du style PowerPoint ou Keynote, et qui, pareil, comme le SVG, a maintenant plus d'une dizaine d'années, mais qui n'est pas encore très utilisé. Mais je pense que ça va être de plus en plus intégré aux pages, puisque ça permet de faire de l'animation SVG très simplement, encore plus simplement que le JavaScript en fait. Ok, alors un dernier cas d'usage. Alors, on a vu tout à l'heure, donc c'est un format graphique qui est particulier. Dans les formats qu'on utilise sur le web, on utilise souvent le PNG et le JPEG. Le PNG parce que quand on veut faire du graphisme ou de la transparence, c'est top. Le JPEG quand on veut faire des images plutôt captées. Encore une fois, le JPEG se prête mieux que le PNG qui a été défini, qui a un algorithme de compression défini sur des valeurs de couleurs qui sont proches, et donc qui diffère en ça du JPEG, c'est qu'il est plus efficace sur des tailles réduites, sur des valeurs de couleurs sensiblement identiques. Le JPEG a été créé pour pouvoir compresser tout simplement des photos de la vie de tous les jours. Alors, comment on fait quand on veut intégrer de grandes images avec une bonne résolution mais qu'on veut de la transparence? La réponse est dans Hannah Montana. Pourquoi ne pas utiliser le meilleur des deux mondes grâce au SVG? Donc, on va aller voir la démo donc, de Peter, je ne sais pas comment ça se prononce, Kinko. Alors, c'était fait sur un site pour une bière. Allez, la flèche. Ok. Donc ici, ah non, pas encore. Donc ici, on a, hop là. Ici, on a une bière, une canette, pour pas dire le mot. On a une canette. Et en fait, quand je scrolle, ici, voilà. On a une canette, en fait, elle est transparente et elle nous permet ici d'avoir un JPEG, parce que ça, j'arriverai pas à avoir un résultat concrètement joli de cette canette en PNG sans avoir une taille d'image trop lourde. Donc ici, on a un JPEG sur lequel on a mis un masque SVG avec une courbe qui est délimitée ici et qui remonte jusqu'en haut, hein, c'est ce qu'on a vu. Et en fait, on a une grande image avec un bon détourage, une bonne transparence et un poids plutôt léger. Pas besoin d'aller plus loin. En fait, si on regarde ici, on voit bien à ce niveau-là le masque, parce que si on avait eu un PNG, il aurait pu faire une transition beaucoup plus clean en fait, au pixel près.
Et là, le SVG ne permet pas non plus d'avoir un truc vraiment super, super détaillé, à moins qu'on se prenne vraiment la tête, mais ça permet déjà d'avoir une bonne vision. Ce qui est marrant, c'est que sur le vidéoprojecteur, c'est encore plus proche. Ok. Donc, en gros, après, moi, ces semaines et ces mois passés à regarder un peu ce qu'on pouvait faire avec le SVG, je me dis qu'il ne faut vraiment pas laisser tomber la recherche et continuer à s'intéresser à ce format et à cette technologie, sachant que les navigateurs sont de plus en plus enclins à intégrer les dernières fonctionnalités recommandées par le W3C. Donc c'est un format qui va vraiment, je pense, décoller dans les mois, les années qui viennent pour augmenter l'interactivité d'une page et améliorer l'expérience utilisateur. Alors moi j'ai tout fait à la main, comme un gros sac, mais il y a des librairies qui sont hyper cool pour manipuler le SVG et pas se prendre la tête à créer sa propre fonction JS, ainsi de suite. Donc on a Snap SVG, qui est une librairie qui permet de manipuler du SVG. C'est le but de cette librairie, c'est pas autre chose. Tu intègres un SVG dans ta page, SVG, tu intègres un SVG dans ta page, tu utilises Snap SVG pour le manipuler comme tu veux. Tu peux changer les couleurs, déplacer des courbes sans problème. Après, on a SVG Web, qui est un peu une sorte de modernizer.js, qui permet d'apporter aux vieux navigateurs le support manquant de certaines features SVG. Et après, on a RaphaelJS et D3JS, qui sont des libs qui manipulent très bien le SVG, mais dont le but premier n'est pas de faire du SVG, mais de la manipulation de data. Donc, c'est deux librairies qui manipulent aussi bien le DOM, des données JS, pour modifier du SVG. Le SVG n'est pas le seul but de ces librairies, c'est bien le data dans son ensemble. Alors, les personnes qui m'ont influencé, que je suis un peu sur Twitter et sur le web, donc on retrouve Sarah Sweden, Yoxel, je n'arrive pas à prononcer son nom, mais il se fait appeler Tav sur sa page. Donc, Monsieur Tav est un Français qui vit à côté de Paris et qui est donc le représentant Inkscape au sein du W3C. Et quand on va voir donc ses blogs et ses tutoriaux sur à la fois SVG et Inkscape, c'est assez impressionnant. Ça reste vraiment poussé. Après, je pense qu'il a une approche beaucoup plus SVG, on va dire traditionnelle, c'est-à-dire basée sur SVG et moins d'intégration du SVG dans une API web. Et ainsi de suite. Et voilà. Ben, merci. Maintenant, on a des questions. Il y a un certain Florian Ray qui veut savoir sur la... Alors, je ne sais pas si tu vas me répondre, sur la partie qu'a fait Sarah avec le SVG responsive. Oui. Est-ce que la responsiveness est intégrée au code du SVG ou c'est en dehors le CSS qui utilise 5 images SVG différentes? Non, en fait, c'est un peu différent. C'est un SVG. Donc, dedans le SVG, il y a toutes les courbes. D'accord. Et après, il y a des triggers SVG CSS query. Et je me demande s'il n'y a pas un petit peu de JS aussi pour modifier. J'ai pas regardé exactement le code, parce que j'ai intégré ça hier soir à 2h du matin. Toutes les versions sont dans le même fichier. Oui, c'était ça qui était intéressant, parce que sinon, tu peux faire la même chose avec un PNG. Oui, c'est ça. C'était juste changer le programme. C'est un SVG, mais même je me demande si elle ne met pas en avant dans son blog le fait que justement elle arrive à réaliser ça uniquement avec du CSS et du SVG, et sans JavaScript en plus. Il y a des chances avec le Media Query, normalement c'est possible. Et en plus, du coup, j'imagine que là où ça prend tout son sens, c'est que tu peux faire, là c'était par palier, mais tu peux même le faire en pourcentage exact, vu que le SVG est un format où il n'y a pas de perte de qualité, il va descendre petit à petit et en plus faire les paliers après. Là c'est possible, effectivement. Mais déjà là on voit que le logo, ah non, le logo il restait de la même taille, je ne me rappelle plus. Je crois qu'à la fin il diminue un petit peu. Ouais, c'est possible. Ouais.
Mais Yoxel avait écrit un article sur le fait que quand tu changes ta fenêtre de taille, c'est pas si facile que ça d'avoir le SVG qui se réduit proportionnellement. C'est bon, comme d'habitude, ils y sont arrivés. Mais... Ouais, je pense que s'il est utilisé via une balise image, ça simplifie vachement. Ben, si ta balise image se resize en fonction de ton browser, oui, je pense que ça doit être possible. Après, si je me permets une intervention et une remarque. Oui, oui. Tu t'en as parlé rapidement du fait que le SVG pouvait être généré, pouvait être calculé en fait par un programme, notamment un serveur. Ça peut être super intéressant et on n'y pense pas. Pour ceux qui font du PHP par exemple, et notamment du Symfony, vous pouvez tout à fait vous faire un template twig qui soit .svg.twig et qui construise les rectangles, etc. par rapport à des données de votre base de données, exactement comme vous allez construire un HTML ou un JSON si vous faites une API. C'est testé et approuvé. Enfin voilà, donc vous faites votre contrôleur traditionnel, vous récupérez des données. Typiquement, moi, l'application, c'était un planning, un calendrier. Donc, c'est des données qui ont une représentation physique assez évidente. Donc, je récupère tout un tas de personnes qui ont des plannings, des dates de début et des dates de fin. Et en fait, tu boucles par exemple, sur les réunions programmées. La réunion, elle a une date de début, une date de fin. Ça, tu le convertis en ton point numéro 1 et ton point numéro 2. Tu lui donnes une couleur, etc. en fonction du type de réunion, etc. Et du coup, tu fais sur ton serveur une URL monplanning.svg qui répond du SVG dynamiquement comme il répondrait du HTML. Et du coup, tu vois en temps réel ton SVG, c'est pas une image sauvegardée sur le serveur, c'est rendu et envoyé au client comme du HTML. Et ça marche très très bien. Voilà. J'ai une petite question. Il y a des sites qui référencent plein de SVG qu'on peut utiliser en open source. Il y en a. J'avoue que à chaque fois que j'ai besoin d'une image, par exemple des petits flocons de neige pour faire une image LAO de Noël, j'ai tapé Snowflake SVG et j'ai pris le premier qui avait une licence qui me permettait de l'utiliser. Voilà. Donc après j'ai pas regardé, c'est des sites spécialisés. Il y en a, parce que c'est vrai que quand je récupère les SVG, par exemple la voiture là qui pèse 333 kb, c'est une image qui est sur Google Code et qui est versionnée sur SVN et tout, qu'on peut récupérer et donc il y a évidemment des repos comme ça qui existent d'images SVG. C'est sûr, après sur Wikipédia, tu as tous les SVG par exemple qui sont sur Wikipédia, ils sont dans le domaine public. Le drapeau de Saint-Vincent-Grenadines, j'ai récupéré un SVG sur le site. Voilà. Et la voiture, elle a été générée à partir d'Inkscape, à partir d'une photo ou elle a été Non, je pense que je pense que ça a été fait par un artiste. Pardon. Je préfère le mot artiste. Mais il y a, au début du support du SVG dans les navigateurs, il y avait un tigre SVG qui était connu parmi la communauté de ceux qui faisaient du SVG pour être un truc waouh. Maintenant, quand on voit le tigre, évidemment, ça fait beaucoup plus humble, quoi. Après, ouais, ce qui est bien avec le SVG, c'est que là, par exemple, j'ai une image de fond qui est en SVG et je pense, j'ai pas vu, mais je pense que tu peux interagir avec ton image de fond pour pour moi, effectivement, c'est vraiment le meilleur des deux, enfin le meilleur. On essaie de récupérer le meilleur de chacune des parties pour en faire un truc vraiment cool. Donc prochain Hello Talk, mercredi prochain. Ouais, mercredi prochain. C'est quoi déjà? Je sais plus. C'est Mister Chargeur. Non, Rami Jarva, il est programmé. Ouais, mais je sais pas quand. Bon bah, on verra de toute manière, on va discuter. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous jeudi prochain. Ah bah si, on sait, c'est Gaëtan Cuélé, c'est ça, Buélé, qui va nous parler de Xdebug pour utiliser dans vos programmes PHP, pour savoir comment... Aller un peu plus loin que le Vardan Die. Voilà, c'est
Au moins c'est clair, ça vous apportera plein de trucs si vous êtes dev PHP. Sur ce, bah, merci Julien, n'hésitez pas à le follow sur Twitter, Wossiphone, je sais pas comment tu prononces ça. Phone. Donc Phone, bah ouais, mais vous trouverez pas comme ça. Bah, de toute manière, c'est marqué sur la vidéo. Et du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine à 13h, jeudi. Et passez une bonne semaine. À bientôt, ciao. Je veux dire bisous. Et des bisous. Ouais, mais à chaque fois, ça fait trop de bisous après. Ah, mais des bisous quand même. Bon, des bisous à Julien.